Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un nouvel instant ruling, une fois de plus sur les staples. Aujourd'hui, on va principalement parler de restrictions sur les invocations, ainsi que de diverses cartes pièges. Comme d'habitude, le sommaire est dans la description. Rentrons tout de suite donc dans le vif du sujet avec le limiteur d'invocation, car bien qu'il ait un texte avec PSCT, certains ont encore du mal à bien comprendre son fonctionnement, notamment par rapport à ce qu'il comptabilise ou non. Tout d'abord, l'effet en lui-même, qui nous dit qu'aucun joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne commence pas à compter les invocations à partir de son activation, mais ça compte bien tout ce qui est arrivé avant. Donc même si vous activez la carte alors que votre adversaire a déjà invoqué 3 fois par exemple, il sera bien restreint. En l'occurrence, il sera directement bloqué puisqu'il a déjà invoqué plus de 2 fois. Par extension, et dans cette situation, s'il active Monster Reborn et que vous chaînez limiteur d'invocation, alors limiteur va se résoudre, puis ce sera au tour de Monster Reborn, qui n'aura alors plus le droit d'invoquer. Son Chainlink va donc se résoudre sans effet. A l'inverse, il est important de souligner le fait que seules les invocations sont limitées, et que donc une pause normale en l'occurrence par exemple, ça n'est pas restreint. Les invocations ce sont les normales, spéciales et flip. Et bien sûr les invocations sacrifices, puisque ça reste une sous-catégorie des invocations normales. Mais à vrai dire, la plupart des questions viennent surtout de ce qui est entre parenthèses. Si vous vous rappelez de mon tuto sur les chaînes, vous vous souviendrez qu'on avait fait la différence entre les invocations via un effet de carte qui s'active, et une invocation dite inhérente, un terme non officiel, qui désigne les invocations qui ne passent pas par l'intermédiaire d'une chaîne. Une invocation via polymérisation est une invocation via un effet de carte, tandis qu'une invocation normale est une invocation inhérente. Et je mets bien ce terme donc entre guillemets, vous l'entendez bien. Le limiteur comptabilise donc les invocations inhérentes, annulées, mais pas les invocations via des cartes dont l'activation a été annulée. Et pour cause, si vous faites votre invocation normale, mais qu'elle est annulée par un jugement solennel, on compte que vous avez quand même tenté de faire votre invocation normale de ce tour, et donc vous ne pouvez pas la retenter, bien qu'elle ait été annulée. C'est en ce sens qu'on considère davantage les tentatives d'invocation que les invocations réalisées avec succès. Mais c'est également pour ça que si l'activation d'une carte a été annulée, alors on ne compte pas la tentative d'invocation, car annuler une carte, ça veut dire effacer le chainlink tout entier, et donc la carte en question n'a jamais, à un moment ou un autre, tenté de se résoudre, donc elle n'a jamais tenté d'invoquer. Faut bien voir que c'est la résolution qui tente d'invoquer. Vous ne tentez pas d'invoquer parce que vous activez un effet qui va invoquer. Vous tentez d'invoquer au moment où vous tentez de le faire, donc au moment où vous résolvez l'effet. Ça, c'est une confusion qui est souvent faite. On s'engage peut-être à vouloir faire une action quand on active un effet de carte, mais on ne tente de le faire que quand on résout l'effet, le chainlink. Là où ça va poser problème, c'est par rapport aux effets annulés. Car en effet, son texte induit un peu en erreur à ce sujet, donc on va revenir sur les effets activés puis annulés. Si vous vous souvenez du cas de la servante d'Endymion contre Floraison Cendre, c'est très bien car je vais utiliser une fois de plus cette histoire pour illustrer mon propos. Dans cette situation, si Floraison annule l'effet pendule de la servante, alors l'activation reste. C'est uniquement l'effet qui est annulé. Donc le chainlink est toujours présent et se résoudra. On considère ainsi qu'on a tout de même tenté d'invoquer avec un effet qui a fini annulé. Ici, on considère qu'on a tenté d'invoquer la servante et donc on ne pourra plus la réinvoquer spécialement le reste du tour, du fait de sa restriction au niveau de son effet de monstre. Et limiteur d'invocation compte également cette tentative d'invocation dans sa limite. C'est à ça qu'il faut bien faire attention. Mais maintenant, on va enchaîner avec un cas où Konami a vraiment décidé qu'une situation ferait exception à une règle générale préétablie. Si Démon de la Vanité est sur le terrain, alors aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Dans cette situation, si j'ai interruption du sommeil de Kaiju en main, alors je ne peux pas l'activer, car son activation induit une invocation spéciale. Et c'est une action que je ne peux pas effectuer dans la situation actuelle. Mais par contre, s'il y a un Kaiju sur le terrain, je peux activer la carte. Mais alors, pourquoi est-ce que là, ce serait bizarre? Parce que ce sont des monstres qui précisent bien qu'on ne peut contrôler qu'un seul Kaiju. C'est ce qu'on appelle l'effet Highlander, en référence au film, encore une fois un fan terme, ce n'est pas officiel, et c'est ce qui va empêcher par exemple d'invoquer un Kaiju sur le terrain adverse, en sacrifiant un autre Kaiju qu'il a déjà sur le terrain. Il en a déjà un, donc vouloir en invoquer un autre sur ce même terrain, c'est illégal. Mais ici, alors que de par cette logique on ne devrait pas pouvoir activer interruption,
eh bien on peut bel et bien le faire. Et ne vous dites pas que c'est parce que la carte elle est censée détruire les monstres sur le terrain pour ensuite seulement les invoquer. Enfin, au final, c'est pour ça que Konami l'autorise, mais ça devrait pas fonctionner ainsi. C'est uniquement le cas ici, car Konami a mis en place des rulings sur cette carte en particulier. Vous avez bien vu qu'on ne peut pas utiliser cette logique sur notre cas précédent avec le démon de la vanité. Donc ici, c'est bien une exception. Ceci dit, j'ajoute malgré tout que s'il y a toujours un kaiju sur le terrain car il a résisté à la destruction grâce à un effet comme celui de Super Dora par exemple, alors on ne peut pas invoquer les kaiju depuis le deck dans la suite de la résolution de l'effet. Car il faut absolument invoquer les deux. Donc s'il y a ne serait-ce qu'un seul terrain où on ne peut pas en invoquer, alors on ne peut pas les invoquer du tout. C'est d'ailleurs également le cas s'il a été protégé par l'effet du Chevalier Divin, qui annule pourtant les effets du kaiju, donc aussi l'effet Highlander. Mais la justification, elle est très simple, c'est parce que cet effet il compte également dans le deck, et que donc on prend également en compte l'effet du kaiju qu'on irait invoquer, qui empêche donc l'invocation ici. Bon, après ces quelques cas un peu tordus, on va refaire un petit détour par des situations plus simples. Parfois Anti-Magie est un piège qui empêche les joueurs d'activer directement des cartes magie sans d'abord les poser un tour auparavant. Il est principalement utilisé pour bloquer complètement les decks pendules, car en effet, l'activation d'une carte pendule en zone pendule est bien considérée comme une activation de carte magie. Et comme on ne peut pas activer de carte magie directement depuis la main quand Parfum est actif, ça veut dire qu'on ne peut pas du tout activer ces pendules en zone pendule. Le fait qu'on ne puisse pas les poser d'abord est bien un obstacle et peut s'avérer fatal pour les decks pendules. On passe maintenant à Macrocosmos, et même tout effet similaire. Mais pour Macrocosmos en particulier, je vais d'abord rappeler qu'on peut bel et bien activer Floraison en réponse à son activation, pour la bonne et simple raison que, à la résolution, le joueur a le choix d'invoquer un monstre, potentiellement depuis le deck. Mais bon, ne vous enflammez pas, c'est pas parce que vous faites ça que l'effet continu ne sera pas appliqué, donc autant dire que l'intérêt il est extrêmement limité. C'est juste une petite curiosité. Mais donc, quand on est soumis à cet effet continu, justement, les cartes sont bannies au lieu d'aller au cimetière. Et ça va potentiellement vous empêcher d'activer certains effets. Si un effet a comme coup d'activation d'envoyer une carte au cimetière, il est impossible d'activer ce même effet. Car effectivement, un coup d'activation doit être payé à la lettre. Donc par exemple, si on ne peut pas envoyer Ogre Fantôme au cimetière, on ne peut pas activer son effet du tout. En rappelant que c'est différent de Floraison, qui demande juste à être défaussé, et qui donc n'a aucun problème à être banni à la place d'atterrir au cimetière. Et tout ceci va contraster avec les effets, car oui, vous l'avez remarqué, j'ai bien parlé uniquement de coups d'activation. Si on prend un effet extrêmement simple, genre sacrifice inutile, eh bien on peut activer la carte même sous Macrocosmos. Si l'envoi au cimetière fait partie de l'effet, alors le fait que la carte doive être bannie à la place n'empêche pas l'action de se faire, et en l'occurrence, la carte d'être activée. Par contre, si à la résolution, vous devez faire cette action, d'envoyer au cimetière, pour ensuite continuer à faire autre chose, là ça va vous poser problème dans la résolution. Avec l'effet de marionnettiste, si vous pouvez effectivement activer son deuxième effet à la résolution, vous n'allez pas envoyer la carte au cimetière, puisqu'elle va être bannie à la place. Et par conséquent, vous n'allez pas pouvoir invoquer de par le « et si vous le faites ». Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est comment gérer la situation si Macrocosmos et Mur de Fer Impérial sont tous les deux sur le terrain, ou si l'effet de Lancea a été résolu durant un tour où on applique également Macrocosmos. Une carte nous dit de bannir, et l'autre nous dit qu'on ne peut pas le faire. Et c'est comme souvent la restriction qui va avoir la priorité. Donc en quelque sorte, on revient au status quo. Les cartes iront bien au cimetière et ne seront pas bannies à la place, puisque bannir nous est impossible. Et tant qu'on parle de Lancea ou Mur de Fer Impérial, voyons leur interaction avec Invitation des Ténèbres, qui fait piocher 2 cartes, puis soit on bannit un monstre ténèbres, soit on envoie toute notre main au cimetière. Si on ne peut pas bannir à la base, avant l'activation d'Invitation, alors on ne peut pas activer notre carte magie. Sur ça, on ne change rien. Mais si on chaîne Lancea ou Mur de Fer face à l'activation d'Invitation, on va devoir résoudre les faits autant que possible. Donc on pioche les cartes, puis on fait en fonction. Si on n'a aucun monstre ténèbres, bon bah là, rien ne change, tout part au cimetière. Mais si on en a un, alors on peut pas le bannir, mais on peut quand même conserver sa main. Donc on va révéler un monstre ténèbres qu'on a en main pour prouver qu'on a bien le droit de la conserver, tout simplement.
on a bien des rulings spécifiques qui nous disent comment gérer la situation. Et sans transition, parlons de la carte piège répression, car il y a beaucoup à dire. Pour commencer, le vol du monstre est un effet continu de la carte. Ça veut dire que si répression quitte le terrain, ou que son effet est annulé, alors le monstre revient sur le terrain d'en face. Ceci étant dit, si l'activation n'a pas été annulée, alors le piège continue d'être relié au monstre qui l'a ciblé. Et donc, si l'effet est temporairement annulé par décret royal, puis que ce dernier disparaît, alors répression va retrouver son effet, et ainsi le monstre va à nouveau passer de l'autre côté, pour peu qu'il n'ait pas quitté le terrain entre-temps. Même chose si le monstre ciblé est temporairement non affecté par l'effet du piège en question, grâce à lance interdite par exemple. Et justement, je vais devoir développer ce point en expliquant dans quel cas répression est toujours connectée à son monstre ou non. Et on va prendre le livre de la lune, puisqu'il va me permettre d'illustrer l'impact du fait de changer le monstre en position face verso. Dans les deux cas suivants, si le livre est chaîné à l'activation de répression, et s'il est activé après la résolution de répression. S'il est directement chaîné, alors le monstre est changé face verso, puis répression se résout. La résolution se passe alors normalement, et le monstre passe bien de l'autre côté. Les restrictions lui seront toujours appliquées, et ce même si par la suite il est retourné face recto. Dans ce cas de figure, répression fonctionne donc normalement, et livre de la lune ne change rien. En revanche, si le livre est activé après coup, c'est une autre histoire. Si le monstre que vous avez volé est ensuite passé face verso, alors répression ne lui sera plus reliée, et ses effets ne lui seront plus appliqués. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne reviendra jamais à son propriétaire. Il restera sur le même terrain, même s'il est retourné face recto par la suite. De plus, étant donné que répression ne lui impose plus rien, il pourra attaquer et activer ses effets. Et répression ne quittera pas le terrain même si ce monstre le quitte aussi. La carte restera là à ne rien faire. Et d'ailleurs, pour finir avec cette carte, on lit bien qu'on ne peut pas activer les effets, mais pas que ça les annule. Ça n'est absolument pas la même chose, donc faites attention. Vous pouvez pas genre chaîner ça sur un monstre qui vient d'activer son effet, et comme ça va l'annuler. Bah non, puisque l'effet est déjà activé. Donc il se résoudra normalement. Passons désormais à la dernière carte qui va nous intéresser aujourd'hui, Redémarrage rouge. On va la confronter à deux autres cartes, en commençant par Rugissement Salamandrande. Ce dernier peut se poser depuis le cimetière, et s'il le fait, alors il sera banni s'il quitte le terrain. Partons donc du principe qu'un rugissement posé dans ces conditions est activé, et que redémarrage est activé en réponse. Son activation est donc annulée, puis il est à nouveau posé. Et bien dans cette situation, on considère que ce n'est plus la même carte. C'est comme si le fait de l'avoir reposé à nouveau, ça l'avait rafraîchi. C'est une nouvelle carte reposée par redémarrage rouge, donc s'il quitte le terrain par la suite, eh bien le piège n'aura pas à être banni, il ira au cimetière normalement. Et enfin, voyons les différentes interactions entre Redémarrage Rouge et Denko Sekka. Cette dernière nous dit que si on ne contrôle aucune carte magie piège posée, alors personne ne peut en poser ni activer de magie piège qui sont déjà posées. C'est là que je vais rappeler que poser, ça veut bien dire face verso sur le terrain. Mais Redémarrage Rouge a comme effet, après l'activation, de poser la carte annulée. Eh bien, et selon un ruling OCG, et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on peut bel et bien activer Redémarrage Rouge depuis notre main pour annuler l'activation, même si on est dans l'incapacité de poser et donc de résoudre la suite de l'effet. Ou du moins, en l'occurrence, la suite de ce qui est obligatoire dans l'effet. Et pour ce qui est du cas où on a Redémarrage Rouge de poser et Denko sur le terrain, alors, puisqu'on contrôle une carte posée, l'effet de Denko n'est pas appliqué. Ça veut dire que l'on peut activer Redémarrage. Mais ceci dit, à la résolution, et étant donné qu'on ne contrôle aucune carte posée alors à ce moment-là, on reviendra sur le cas de figure précédent pendant la résolution, l'effet de Denko étant alors en action. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, partagez vos questions et suggestions en commentaire, j'ai d'ores et déjà prévu une 4ème vidéo sur le sujet, où je vous expliquerai entre autres une bonne fois pour toutes Border Inspector. Donc ne la manquez pas. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.